Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Encore une affaire d'influence étrangère. On a vu McKinsey, on a vu Alstom. Eh bien, voilà l'affaire Uber Files, un ensemble de 124 000 documents confidentiels internes à la société Uber a fuité. Alors ça, on va s'interroger exactement sur cette fuite un peu plus tard chez le quotidien britannique The Guardian, qui l'a transmis lui-même au consortium international des journalistes d'investigation. Donc, ça a passé un petit peu dans tous les médias, notamment Le Monde. Il révèle tout un tas de pratiques, ce dossier, pour le moins immorales, qui ont permis à Uber le succès qu'on lui connaît. Des pratiques qui remontent à la période de 2013-2017, lorsque le PDG de l'entreprise était Travis Kalanick. Et puis, on avait, nous, un ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Alors voilà, quelles étaient ces méthodes ? Eh bien, la tempête de merde, c'est une expression juridique, une stratégie assumée par ce lobbyiste, Mark McGahn, qui avait comme stratégie donc, de créer une espèce de contentieux et d'exploitation de vide juridique, le tout combiné à un énorme investissement en lobbying. Il aurait déclaré, toujours ce lobbyiste, que la violence, finalement, garantit le succès. On a vu les violences qu'il y avait à cette époque, notamment sur la bataille des taxis contre les VTC. Alors, surtout, ça va plus loin. Il y a eu l'enrôlement de personnalités et de conflits d'intérêts. L'entreprise Uber s'est offert des services de personnalités très influentes, d'anciens membres de l'équipe de Barack Obama, par exemple, d'anciens membres de la Commission européenne, et puis des réseaux. Elle aurait payé des économistes, dont certains français, le célèbre Nicolas Bouzou, pour effectuer des études économiques sur mesure et vanter, d'après toujours ce dossier, la société dans les médias. Elle aurait aussi recouru à des logiciels particuliers pour contourner les perquisitions des forces de l'ordre, le kill switch, donc cet outil qui permet de désactiver tous les ordinateurs simultanément pour éviter toute fuite d'informations en cas de perquisition. On aurait même un responsable français de Uber qui aurait dit « Nous avons utilisé cette technique tellement de fois que maintenant le plus difficile, c'est de continuer à faire semblant d'être surpris. » Et alors, le meilleur pour la fin, le soutien d'Emmanuel Macron à cette entreprise. Emmanuel Macron aurait compté comme un allié de choix auprès des cadres de Uber lors de son passage au ministère de l'économie. Il aurait rencontré secrètement plusieurs dirigeants de la société pendant son mandat, dont le fameux Travis Kalanick, dont je vous parlais tout à l'heure, donc le lobbyiste influent de la société. Il serait intervenu directement auprès de la direction de la répression des fraudes. Il a demandé aux régulateurs de ne pas être trop conservateurs, annonce un SMS intercepté. Il aurait négocié un deal avec Bernard Cazeneuve pour Uber. Il paraît qu'Uber ira jusqu'à rédiger entièrement les amendements de la loi Macron dès début 2015. Macron serait également intervenu directement pour assouplir un arrêté préfectoral pris par le préfet de Marseille qui interdisait la circulation de Uber dans le centre-ville. D'ailleurs, il y a eu un SMS qui a aussi été intercepté de Mark McGahn qui exprimait sa reconnaissance à Emmanuel Macron. Je vous le cite: « Uber a une reconnaissance énorme à votre égard. L'ouverture et l'accueil dont nous bénéficions sont peu usuels dans les relations gouvernement-industrie et j'en ai bien conscience. Un grand merci, Marc. » Eh bien, nous aussi, Emmanuel Macron, nous voulions vous passer un grand merci pour encore ce conflit d'intérêts, cette influence étrangère sur notre pays. Et pour en parler, je suis avec 3 invités. Et d'abord, Éric Bocquet, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous êtes sénateur du Parti communiste français du Nord et vous êtes auteur notamment de Milliards en fuite manifeste pour une finance éthique aux éditions du Cherche-Midi. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Vous êtes journaliste chroniqueur et cofondateur du site Le Monde Moderne et nous sommes également avec Nicolas Vidal. Bonjour. Bonjour, chère Clémence, bonjour. Journaliste indépendant et fondateur de Putsch Média. Je me tourne d'abord vers Éric Bocquet. J'imagine que est-ce que vous êtes surpris d'abord par cette affaire, Éric Bocquet ? Écoutez, non, pas du tout. C'est la confirmation que dans l'ADN de l'actuel président, il y a ces liens étroits avec le monde des affaires, issu d'une banque d'affaires habituée à ce genre d'opérations capitalistiques, porteurs d'idées et d'idéologies libérales. Enfin, vous avez rappelé les liens étroits avec McKinsey. On connaît le rôle de McKinsey dans la campagne de 2017. Oui. Le Monde vient d'épingler Capgemini, là, qui a bénéficié des largesses également de l'argent public ces dernières années, plus d'1,1 milliard. Voilà, donc ces liens sont confirmés. Et voilà une affaire nouvelle qui
qui illustre cette proximité, cette grande porosité entre certains politiques de haut niveau, de premier plan et le monde des affaires. Je précise seulement, puisque vous avez rappelé que McKinsey avait lui-même participé à la campagne d'Emmanuel Macron, le lanceur d'alerte à l'origine de ce dossier Uber Files, Mark McGahn, explique aussi avoir aidé personnellement le ministre de l'économie de l'époque à collecter des fonds pour son parti, voilà qui est intéressant également. On voit le retour de la médaille. Je me tourne vers Alexis Poulain. Je vous donne un petit peu à tous la parole avant qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet, après le flash de 8h. Alexis Poulain. Mais c'est une affaire de plus, j'ai envie de dire. Il y a eu tellement d'affaires, l'affaire Alstom, l'affaire Benalla, les affaires Macron, il y en a trop. L'affaire Colère, là aussi, on sait que c'est Alexis Colère qui était à la manœuvre, qui était à Bercy avec lui. Je crois qu'il y a un mot qui manque dans cette affaire Uber, c'est celui de corruption, tout simplement. On a là une entreprise américaine qui se rapproche d'un ministre pour ouvrir le marché français et qui lui promet ensuite un financement et les largesses du patron. Et l'année de son élection, enfin l'année d'après, Emmanuel Macron a lancé Choose France, ce sommet des grands patrons d'entreprise à Versailles, qui a lieu en ce moment, où bien sûr il se met en scène en disant la France est attractive, c'est formidable. Donc il y a un vrai problème. J'espère qu'il y aura des enquêtes, qu'elles vont aboutir, mais la façon dont Emmanuel Macron a traité le sujet en disant mais c'est des accusations graves à l'époque, vous devez aller au pénal, montre très bien que il savait, que deux, il est peut-être temps d'aller au pénal, ou du moins de faire que la justice fasse son travail, parce qu'on a affaire là à un scandale, un cas avéré de corruption. C'est un peu la méthode Macron à chaque fois, comme avec l'affaire Benalla. Il a dit venez me chercher, venez me chercher. Bon, il attend qu'on vienne le chercher, tout en sachant qu'évidemment il est protégé pendant tout son mandat. Donc on peut pas vraiment venir le chercher. Nicolas Vidal. Oui, c'est extrêmement intéressant, c'est effrayant cette affaire, mais elle n'est quoi finalement cette affaire? Elle n'est que la nouvelle étape, je vais le dire, de libérisation de la France et de sa vente à la découpe d'intérêts privés. Rappelez-vous, Alexis en a parlé, le sénateur aussi, mais on a eu la privatisation manquée de ADP, il y a eu la Française des Jeux, il y a le projet Hercule également. Donc finalement, c'est Emmanuel Macron, c'est pas un président de la République, je le dis et je l'assume, c'est un banquier d'affaires qui est né, qui est là pour faire des deals sur le dos des Français avec des intérêts privés. C'est ça qui est terrible là-dessus. Et effectivement, je pense, on va en parler dans la suite, mais c'était un véritable scandale d'État. Et Alexis Poulain soulève effectivement ce côté, parce que quand on sait que ce monsieur Mark McGahn, à un moment donné, a aidé Emmanuel Macron à lever des fonds pour la création de ce mouvement LAREM, ça pose de sérieuses questions, parce que les révélations, celle-ci, elle vaut quand même son pesant de cacahuètes. Et ça nous fait réfléchir là-dessus. Et on verra bien comment ça se passe dans les prochaines heures, ma chère Clémence. Et là, on va continuer de réfléchir sur ce sujet, sur ce que ça va entraîner et surtout sur ce que ça signifie, notamment de notre président de la République. Mais il est 8h pile sur Ligne Droite et on fait un rapide point sur les informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Et pour en parler, nous sommes avec le sénateur du Parti communiste français du Nord, Éric Bocquet, avec Alexis Poulain, cofondateur du site Le Monde Moderne, et Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Média. Alors Nicolas Vidal, vous aviez évoqué cette double problématique, en fait, l'ubérisation de la France et l'ingérence étrangère. C'est bien le problème, en fait. L'ubérisation, on pourrait dire que c'est une volonté politique. Emmanuel Macron n'a pas menti, il était pour une start-up nation, etc. Donc, à la limite, il ne fait qu'appliquer la politique annoncée. Mais là, monsieur le sénateur, la différence, c'est également qu'on a, et ce n'est pas la première fois, on l'a signalé, on l'a vu avec McKinsey, on a une ingérence étrangère pour des domaines qui sont absolument cruciaux. Oui, absolument. C'est très grave, effectivement. Un ministre en exercice ayant ce rôle de l'intérieur pour casser la régulation française, pour faciliter l'implantation de cette entreprise Uber notamment. Mais voilà, c'est travailler sciemment avec les moyens politiques dont on dispose quand on est ministre à Bercy pour faire entrer le cheval de Troie un peu dans notre modèle social. Voilà, un modèle social qui nous est envié dans un tas de pays du monde. Et voilà, on fait entrer le loup dans la bergerie
franchement, c'est une responsabilité très grave. C'est casser le droit social français de l'intérieur par ces pratiques-là. Nicolas Vidal, je vous vois opiner du chef. Sur cette question d'ingérence étrangère, finalement, c'est vraiment peut-être ce qu'il y a de plus grave, plus que la casse du modèle social. Certes, mais en fait, on la connaissait, elle était annoncée, alors que l'autre partie, l'autre versant de la médaille, lui, n'était pas annoncé. Alors, l'ingérence étrangère, oui et non, parce que je pense que c'est simplement des intérêts privés. Vraiment, je le répète. Emmanuel Macron, c'est une part, c'est le cost killer sur le droit social, la casse la loi du travail, le statut d'auto-entrepreneur. Rappelez-vous, donc, il y a manifestement un travail scrupuleux de destruction de ce pays, des acquis sociaux qui ont fait la grandeur de ce pays et qui continuent un peu à la faire, mais de moins en moins. Et finalement, c'est mettre en avant, c'est travailler pour des intérêts étrangers. C'est ça qui est très, très grave. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, on se rend compte que les rendez-vous qu'il a avec ces gens n'apparaissent même pas sur son agenda. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, le fait de ne pas le mettre sur l'agenda, c'est qu'il sent bien Emmanuel Macron qui a un petit souci là-dessus. Et ça, c'est extrêmement grave parce que je pense que, je reprends ce que disait le sénateur, c'est qu'en plus, il se sert, en tant qu'il était ministre de l'économie, faut-il encore le rappeler, il se sert de la puissance publique, il se sert de son canadance, il se sert de sa puissance finalement pour détricoter et laisser et déréguler parce que le mot, c'est la dérégulation. Le mot, c'est la Startup Nation. Voilà, c'est-à-dire c'est ouverture à la concurrence, c'est la directive du travailleur détaché, c'est tout ça. C'est ce qui maraude finalement de cette Commission européenne qui prône la concurrence à tout crin, la guerre de tous contre tous, et finalement, ce n'est que ça, Hubert. Donc moi, oui, l'ingérence étrangère, mais c'est surtout la défense d'intérêts privés par un ministre en exercice, et plus, effectivement, Alexis l'a dit aussi, sur cette idée à un moment donné de retour de la médaille, ou du moins le petit service de levée de fonds pour la création du parti LaREM qui l'amènera bien entendu malheureusement au pouvoir. Oui, voilà. Et ça c'est intéressant également, c'est-à-dire qu'on se dit pourquoi fait-il ça? Est-ce que c'est idéologique ou est-ce que c'était seulement un service rendu contre un autre? Alexis Poulain. C'est les deux. Je crois qu'idéologiquement, Emmanuel Macron est tout à fait heureux de l'ubérisation du monde, de dire que finalement, on va pouvoir casser le code du travail, le droit du travail, de faire des travailleurs des gens qui vont être atomisés, chacun dans son coin, à vendre leur force de travail comme au 19e. Finalement, c'est un projet de société. C'est le projet qu'il portait. Donc ça, c'est normal. Et puis l'autre chose, c'est, comme le dit Nicolas, c'est un banquier d'affaires avant d'être un homme politique. Il n'avait jamais fait de politique. Il a été conseiller. Il sort de la commission Attali. François Hollande le prend à l'Élysée. Et puis, il se rend compte qu'il est à Bercy et qu'il a là les pleins pouvoirs pour se faire un carnet d'adresses. Il faut rappeler aussi le scandale des frais de bouche, puisqu'il a utilisé ce ministère pour développer son réseau à l'époque, pour préparer la fondation d'En Marche et sa campagne. Donc, il y a toujours eu cette façon d'utiliser la République à des fins personnelles pour faire son nid comme un coucou dans cette République. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il n'est pas là pour défendre les intérêts des Français. D'ailleurs, il en emmerde une grande partie de non-vaccinés avec le débat qui a eu lieu encore hier sur la réintégration des soignants. On voit la posture idéologique de ce gouvernement avec le ministre de la Santé qui propose un rapport en octobre, pas avant, pour parler de ce scandale, puisqu'on a des gens qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas retrouver un emploi et qui sont dans un no man's land légal. Et donc, c'est la marque de la Macronie, c'est ce mélange des genres, ce fait d'aller chercher l'argent là où il est à des fins personnelles et puis de détruire le bien commun, de faire en sorte que le projet soit toujours de la moins-disance sociale, toujours la compétition de tous contre tous, avec, bien sûr, l'idée de favoriser les intérêts étrangers, notamment américains et allemands, puisque dans le sommet de Choose France qui a lieu en ce moment, c'est majoritairement des boîtes américaines et allemandes qui sont là pour dire qu'elles vont créer quelques emplois en France. Mais sur la création d'emplois par ces boîtes étrangères, il faut rappeler que Uber avait licencié quasiment 3000 chauffeurs par un mail, je crois, ou une conférence call de 3 minutes. C'est de l'emploi volatile, c'est-à-dire qu'on utilise les aides pour s'installer, et puis quand ça va mal, on s'en va, mais on fait vite oublier qu'on a créé quelques emplois. La question qui se pose également, donc vous l'avez dit, ces influences étrangères, malgré tout, allemandes, américaines, qu'on avait déjà révélées ici avec McKinsey et l'affaire Alstom, c'est comment ça se fait que ce soit si facile de déshabiller la France, de la vendre à la découpe, pour reprendre l'expression de Nicolas Vidal. Comment ça se fait qu'on ait si peu de garde-fous? Là, je vais peut-être me tourner vers Éric Bocquet. Écoutez, les garde-fous, il y a le Parlement qui peut jouer ce rôle. D'ailleurs, notre présidente de groupe, hier, Éliane Assassi, a adressé un courrier immédiatement à Gérard Larcher pour demander qu'une commission d'enquête soit constituée sur ce sujet, ou que la commission des lois, comme ça s'était fait pour l'affaire Benalla,
freine les fonctions d'une commission d'enquête immédiatement pour investiguer. Vous avez, à l'ouverture de votre sujet, énuméré toute une série de questions, d'interrogations et de points sombres. Franchement, là, le travail parlementaire, comme ça a été le cas sur McKinsey et Benalla, il justifierait encore sa pleine utilité dans cette République. Donc le Parlement doit avoir un rôle de contrôle, c'est sa fonction constitutionnelle. Maintenant, il faut le décider politiquement. Pour notre part, on l'a fait et on attend la réponse du président Larcher là-dessus. Alors, vous avez raison de me préciser, c'était la commission d'enquête du Sénat qui a été un petit peu plus poussée sur l'affaire Benalla que celle de l'Assemblée nationale. Et malgré tout, dans tous les cas, même avec ce très bon travail réalisé par le Sénat, on n'a pas vu d'effet judiciaire. On n'en a pas vu les conséquences judiciaires. Il y a quand même un vrai problème d'irresponsabilité pénale de ces personnes-là. Alors, il y a quand même deux sujets à ce propos de McKinsey. La personne qui a été auditionnée, M. Tadjedine, qui a été auditionné devant la commission d'enquête, donc qui a été prouvé parjure, lui, va être traîné devant les tribunaux puisque le bureau du Sénat l'a décidé politiquement. Ça va suivre. Deuxième chose, une proposition de loi a été déposée par la commission d'enquête, à l'issue de cette commission d'enquête, de manière transpartisane, pour être examinée à l'agenda du Sénat dès que possible, afin que les textes soient changés pour réguler davantage et donner plus de transparence à ce recours excessif, largement excessif, au cabinet conseil privé. Nicolas Vidal, sur cette question de l'irresponsabilité, ou d'impression d'irresponsabilité, on voit qu'il y a les commissions d'enquête parlementaires, certes. Est-ce que c'est suffisant ? Je ne sais pas, en tout cas, moi, je suis très content que Éliane Assassi, sénatrice, soit sur cette affaire parce qu'elle a fait un très beau travail sur McKinsey, un remarquable travail là-dessus. D'ailleurs, on a appris beaucoup de choses et heureusement, mais il faut que ça soit suivi des faits. Regardez, par exemple, parlons du Parlement, mais regardez qu'à un moment donné, Uber a mis en clé en main des amendements pour certains députés pour être votés. Mais on est chez les dingues. Et ça nous fait penser à l'affaire McKinsey aussi, d'ailleurs, Nicolas Vidal, parce que McKinsey aussi avait pré-rédigé, d'ailleurs, à un moment donné, on voit dans la commission d'enquête, on confond les documents qui sont les documents de McKinsey et les documents du gouvernement. Vous avez raison, et il n'y a pas que McKinsey et il n'y a pas que malheureusement Uber. Moi, j'ai déjà eu des vents au niveau des députés de ce genre de pratiques. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, Emmanuel Macron, moi, à mon sens, apparaît comme un vulgaire lobbyiste et un apporteur d'affaires qui se met avec la puissance de l'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il utilise les outils de l'État pour le détruire de l'intérieur avec cette politique néolibérale. Donc, espérons qu'à un moment donné, effectivement, nos contre-pouvoirs soient beaucoup plus forts, que des enquêtes soient ouvertes, parce que sur ce nouveau scandale. Moi, je parle de scandale. J'assume très sincèrement, c'est un scandale. J'espère qu'à un moment donné, même si Emmanuel Macron est irresponsable, là, on est passé quand même dans une autre dimension. Et cette affaire Uber ne fait que alimenter nos peurs et nos craintes de la légitimité politique. À un moment donné, quand vous vous servez de l'État pour des intérêts privés, ça devient quand même gravissime. Et je rappelle, pour terminer, finalement, que le président de la République, c'est lui qui veille au respect de la Constitution et qui veille aussi, il est le garant, l'article 5 de la Constitution, il est le garant finalement de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités, mais pour le premier terme. Donc, est-ce qu'on est vraiment là-dedans ? Je crois qu'à un moment donné, les contre-pouvoirs devront se prononcer à ce sujet et que les Français aussi, j'en appelle les Français, à vraiment s'intéresser parce que maintenant, McKinsey et puis il y a eu Alstom bien avant et maintenant Uber, ça commence vraiment à suffire là. Alexis Poulain, sur ces contre-pouvoirs, et peut-être vous pouvez répondre de façon plus large, mais c'est intéressant aussi de voir que là, l'affaire sort par la presse, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Enfin, c'est ensuite relayé par la presse. Mais là, on apprend cette information par la presse. Un contre-pouvoir qui devrait être aussi le travail des journalistes, mais qui n'est pas toujours le cas. C'est un travail difficile à faire. Là, en plus, il s'agit d'une enquête internationale de l'ICIJ, qui est un conglomérat de journalistes d'investigation. C'est pas seulement la presse française. Donc, c'est aussi pour ça que ça sort, peut-être. Il y a toujours, face à ces scandales financiers, le fait que les journaux, les médias se mettent ensemble pour faire l'enquête. C'était le cas des Panama Papers, ce genre d'affaires de paradis fiscaux. Pour ce qui est d'Emmanuel Macron, il a été très bien traité par les médias depuis des années.
que ce soit les scandales que j'avais nommés en introduction, mais Benalla, Alstom, McKinsey et consorts, ça glisse sur lui comme s'il ne fallait pas s'y arrêter. Or, il y a des enquêtes, heureusement que le Sénat était là pour cette commission d'enquête sur l'appel massif au cabinet de conseil, avec notre argent public qui continue, et d'autres rapports qui sont faits. Mais il y a un vrai problème de contre-pouvoir, ça c'est évident, à la fois au sein des parlements qui ont été débranchés pendant 5 ans de le premier quinquennat Macron. Là, ça commence bien puisque déjà l'Assemblée est disparate et il n'y a pas de majorité absolue. Le Sénat reste dans son rôle également de travail d'enquête. Et puis pour ce qui est de la presse, vous savez très bien que c'est très compliqué sur les plateaux télé ou ailleurs d'avoir une parole dissidente et d'expliquer qu'Emmanuel Macron ne représente pas forcément les intérêts des Français, n'a pas forcément la meilleure politique pour ce pays. Preuve en est, l'état économique de la France, il n'y a que prendre ça pour juger. Eh bien, c'est pas un génie de la finance. Aujourd'hui, la France, c'est inflation, c'est l'euro au plus bas, c'est l'énergie qui explose avec un ministre qui est en train de nous dire que en fonction de nos revenus, on va la payer différemment, donc formidable. Et c'est une crise économique et sociale majeure qui est à l'horizon. Voilà, donc on peut pas applaudir des deux mains un tel bilan. Et concernant les contre-pouvoirs plus généralement, comment vous expliquez, Alexis Poulain, vous, qu'il n'y ait pas plus de contre-pouvoirs si on sort de l'optique seulement journalistique? Sur la façon dont a été créé le mirage Emmanuel Macron, il a été très malin puisqu'il s'est mis dans la poche d'abord les milieux d'argent en tant que banquier d'affaires, donc les propriétaires de presse qui sont les milliardaires français qu'on n'appelle pas les oligarques en France, mais qui sont des oligarques et qui donc avec la plutocratie, c'est-à-dire le règne de l'argent qui fait le candidat et qui fait la loi, il a pu prendre le pouvoir de cette façon-là avec derrière une petite musique qui expliquait que les candidats de la société civile allaient être de formidables députés. Ça allait donner un coup d'air frais à la France, qu'il fallait arrêter avec les politiques professionnelles. Bon, on a vu le résultat, on a fait rentrer massivement des lobbyistes à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, tous ont pris sa défense. Hier, Cédric O, les uns et les autres, en expliquant que c'était un ministre qui avait fait son travail, il avait ouvert l'économie française, il avait créé des emplois et qu'il n'y avait aucun scandale, tout était légal. Et toujours cette idée que c'est légal, comme l'évasion fiscale, on appelle ça l'optimisation fiscale. Tant que c'est légal, on le fait. Mais qui fait la loi ? Des lobbyistes. Donc évidemment que ça va être légal. Mais le problème, c'est que c'est peut-être légal, mais il y a un problème à la fois de morale et puis il y a un problème de souveraineté, il y a un problème aussi de qu'est-ce que la France et qu'est-ce qu'on donne aux Français pour le bien commun. Donc ce problème-là des lobbyistes qui ont pris le pouvoir, qui ont fait leur nid comme un coucou au cœur des institutions, elle doit être réglée avec bien sûr le rapport sur les cabinets de conseil McKinsey, mais aussi avec toute cette culture politique du néo-management public qui a fait que l'hôpital est à genoux, que l'école ne marche plus, que plus rien ne marche dans ce pays, grâce aux cabinets de conseil, grâce au néo-management public. C'est à ça qu'il faut s'attaquer aujourd'hui. Qui eux conseillent de serrer la ceinture des Français, mais qui eux, en échange, en revanche, ils gagnent beaucoup d'argent. Voilà, on va le dire gentiment comme ça. C'est vrai qu'Éric Bocquet, quand on voit une situation globale, celle de la France aujourd'hui, avec les hôpitaux en crise, des profs qu'il faut trouver par des speed dating de 30 minutes. On se dit qu'on est dans une situation de crise totale, un peu dans tous les domaines, dans tous les secteurs. On parle des questions énergétiques. On a quand même suivi l'Allemagne sur ce mauvais modèle qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que nous aussi, on sera en rupture et en pénurie énergétique. Alors, sur tous les domaines, nous sommes en crise. Comment on va faire pour se relever ? Comment on va faire à un moment donné pour arrêter l'hémorragie ? Reprendre la main sur la finance du monde, reprendre la main sur les ressources dues à la République et à la société. On a parlé des volets fiscaux, effectivement. Il y a aussi chez Uber, comme dans plein d'autres sociétés, un volet fiscal. Ils ont 7 filiales aux Pays-Bas. Pour les Pays-Bas ne sont pas considérés par l'Union européenne comme un paradis fiscal. Or, il se trouve que Uber a également une filiale aux Bermudes. Et voilà, c'est le fameux triangle des Bermudes fiscales en quelques jours. Les fonds transférés aux Pays-Bas partent ensuite aux Bermudes pour échapper à l'impôt. Tout ça, c'est 80 milliards d'euros qui manquent chaque année au budget de la République. Alors, quand est-ce qu'on va s'attaquer à ça ? Le président de la République, Macron, a été pendant 6 mois président de l'Union européenne. Il n'a pas dit un mot là-dessus. Ça n'a pas été évoqué dans sa campagne électorale. Qu'est-ce qu'on attend pour s'attaquer à cela ? Après, sur les contre-pouvoirs,
il y a quand même des contre-pouvoirs dans cette société. Il y a des ONG qui travaillent sur le sujet régulièrement. Il y a des partis, des syndicats, des associations qu'il faut investir. Il faut que les citoyens on les entend pas beaucoup, les syndicats, pardon, mais... Ils s'expriment. Après, ils sont reliés par les grands médias que notre ami a cités, effectivement, qui sont détenus par 9-10 grands milliardaires dont la santé financière se porte merveilleusement bien, d'ailleurs, au passage. Et c'est eux qui tiennent également les idées et prêchent la résignation. On explique aux gens que c'est de leur faute qu'on est en déficit, que c'est de leur faute que le modèle social français coûte trop cher. Ça fait 47 ans que la France vit avec un budget en déséquilibre. Et à côté de ça, vous avez des milliards qui échappent à la République. Vous avez cité mon bouquin Milliards en fuite. Voilà, c'est ça le sujet. L'argent existe pour un autre monde. Il faut une volonté politique de s'en emparer et arrêter de copiner de manière aussi flagrante, aussi scandaleuse avec les groupes privés dont le seul but est de faire du fric, un point c'est tout, et pas de promouvoir l'émancipation humaine. Mais la question qu'on se pose, et je me tourne vers Nicolas Vidal, c'est comment avec cette accumulation d'affaires, parce qu'on a l'impression, on a parlé il y a peu de temps de Boris Johnson et on a cité le Partygate et 3 autres affaires et ça a suffi pour faire démissionner Boris Johnson. Ici, concernant Emmanuel Macron, on a des affaires à peu près tous les 2-3 mois, mais gravissimes qui concernent les intérêts français, les intérêts nationaux et pourtant on a l'impression que ça ne l'atteint pas plus que ça. Pourquoi même au niveau de la population, pourquoi ça n'imprègne pas, Nicolas Vidal ? Je pense effectivement qu'il y a déjà eu beaucoup de misère dans ce pays d'une fois. Il y a des gens aussi qui s'en foutent concrètement. Moi, ça me dépasse, mais il y a des gens qui s'en moquent. Et puis il y a aussi un bataillon de millions de gens. On l'a vu avec la crise sanitaire, la réforme des retraites, l'inique réforme des retraites ou les gilets jaunes. Des gens effectivement qui sont très remontés. Mais rappelez-vous le traitement qui a été offert aux gilets jaunes pendant 2 ans et demi. Et d'ailleurs la réforme des retraites aussi. Pour avoir fait pas mal de manifs, ça a été coton. Mais voyez-vous, ça pose la question. C'est intéressant votre question, Clémence, parce que ça pose la question de la légitimité politique de nos élites. Une info, tiens. Jean-Noël Barrot, qui est le nouveau ministre du numérique, il est contraint de s'abstenir aujourd'hui pour arbitrer les questions touchant Uber. Mais pourquoi il est contraint de s'abstenir ? Pourquoi il est contraint de s'abstenir, Jean-Noël Barrot ? Eh bien, parce que sa sœur, c'est la DIRCOM de Uber. Voilà. Donc, c'est un exemple. Mais finalement, on voit qu'il y a une endogamie. On voit que maintenant, c'est le même problème. On avait le même problème pour McKinsey. On avait vu tous ces rapports. Là, c'est sur Uber. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, on est dans un problème de classe, de caste, avec une caste qui tient d'une monarchie éclairée, parce que c'est ça, face à une population à un moment donné qui n'en peut plus, qui est en train de crever, excusez-moi la trivialité, mais de crever la bouche ouverte de plus en plus aujourd'hui, et quand on voit les révoltes que ça entraîne d'ailleurs. Bien sûr. Donc finalement, ça pose la question. Moi, je suis très inquiet parce que là, il n'y a plus de soupape de sécurité. La majorité, à mon avis, malheureusement, de l'incarnation politique, il y a des millions de gens. 54% de gens ne sont pas allés voter ni au présidentiel ni aux législatives. Je ne sais pas si ces gens se rendent bien compte de la bombe qui est en train de se former en France avec du C4 et des peines de TNT. Donc ça pose la question de ça. Donc les gens sont, pour la plupart, sont dégoûtés de ce qui se passe d'Emmanuel Macron, mais ce n'est pas sans conséquence, Clémence. Ce n'est pas sans conséquence. Le calme apparent de cette société n'est qu'apparent, justement. Et le jour où ça va péter, moi je le déplore et je le dis, je le répète en permanence, le jour où ça va péter, les gilets jaunes, ça aura été une petite kermesse d'école. Voilà. Ok. Alexis Poulain, vous êtes d'accord avec cette révolte qui se prépare peut-être, révolte populaire face à une forme de casse, pour reprendre le mot de Nicolas Vidal, qui intouché. Oui, ça prend. On voit le Sri Lanka aujourd'hui, ça a pris 2 à 3 ans pour en arriver là où la foule prend d'assaut le palais présidentiel. 2 ans où les élites perdues ont baladé des populations. Alors voilà, plus de pétrole, plus à manger, plus rien. On arrive à ce niveau-là. Je crois qu'on est en train d'être baladé. Plus proche de nous, on voit les Pays-Bas également en ce moment. Au début, c'était un mouvement d'agriculteurs. Aujourd'hui, ils sont rejoints par les pêcheurs. Il y avait plus de 18 pays. Qui étaient en ébullition dans le monde, où les populations étaient contre leurs élites corrompues. 18. Arrive le Covid, visiblement on ne parle plus de ça, mais ça ne veut pas dire que les révoltes ont été tues, qu'elles se sont arrêtées. Les gilets jaunes ont peut-être remis les gilets dans les voitures, mais dans les têtes ils sont toujours là, surtout quand l'essence est à 2 €, surtout quand l'inflation est en train de tout exploser et qu'on vous explique qu'on n'augmentera pas les salaires, qu'il faut faire un petit geste et qu'il ne faudra pas se chauffer cet hiver. Ça ne pourra pas tenir. Clairement, il y a quelque chose de l'ordre de la déconnexion.
c'est ce qu'on a retrouvé avant 1789. C'est-à-dire que quand les élites sont déconnectées à ce point-là, c'est qu'on est dans l'âge des révolutions. Et c'est ce que dit David Graeber. Et on voit bien que c'est le cas au niveau mondial. Quand vous avez Joe Biden à la tête des États-Unis, une superpuissance nucléaire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Donc là, on a un lobbyiste, un banquier à la tête de la France, c'est aussi qu'il y a quelque chose qui ne va plus. On le voit très bien. Tout est fait pour qu'on se calme. Là, on va parler de canicule, hein, il va faire très chaud. Attention, on est au mois de juillet. Donc oui, attention, il va faire très chaud, on est au mois de juillet. La vérité, c'est que non, l'essence est à 2 €, que l'énergie devient rare et extrêmement chère, que l'économie est à l'arrêt et que ça va péter si ça continue comme ça et s'il n'y a pas de solution politique, c'est-à-dire aller chercher l'argent là où il est, arrêter de dire aux gens que c'est leur faute si la planète se réchauffe et si on est dans ce marasme économique. Voilà. Donc, le mensonge a un temps. Ça met du temps, la vérité. Ça met beaucoup plus de temps. On le voit sur l'affaire des soignants. Il continue de patauger avec ce ministre qui refuse la réintégration des soignants. Mais la vérité, elle arrive. Voilà, elle met plus de temps simplement. Et je crois que c'est ce moment de vérité qui risque d'arriver à l'automne et à l'hiver. Et il n'y a pas de solution à part la violence d'État, tout pour essayer de se maintenir au pouvoir. Oui, eh bien, merci beaucoup Éric Boquet. Vous voulez, sur cette question-là de la révolte des peuples possible, vous voulez dire un dernier mot ? Oui, moi je partage assez cette analyse. On a le sentiment que ces élections n'ont rien réglé. Les problèmes sont là sur la table. Et effectivement, à force d'ignorer les gens, de ne pas apporter de solutions concrètes en leur disant qu'ils sont responsables de leur situation, effectivement, on risque de jouer avec le feu. Il faut prendre garde à cette situation. Eh bien, merci beaucoup à vous trois. On a bien compris que, en ce moment, en tout cas, on a un gouvernement qui joue avec le feu, qu'il se passe des choses graves, qu'il faut, chers auditeurs, que nous tous, nous soyons conscients de ce qui se passe. L'affaire Uber n'est qu'une révélation de plus, en plus de celle de McKinsey et des autres, qui montre qu'il y a des conflits d'intérêts privés, des conflits, des intérêts étrangers, des ingérences. Merci beaucoup à vous trois. Éric Boquet, sénateur PCF du Nord, auteur de Milliards en fuite, manifeste pour une finance éthique aux éditions du Cherche-Midi, Alexis Poulain, cofondateur du site Le Monde Moderne, et Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Média. Merci à vous trois. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.